qui va porter sur l'analyse de la régression. Alors, au premier point, nous allons voir la régression linéaire, pardon. Comment faire la régression linéaire avec Stata. Au deuxième point, nous allons passer à l'exportation des résultats. Comment traiter les résultats que vous avez pu faire avec Stata. Les résultats de la régression, comment les exploiter, comment les exporter. Et plus tard, on verra si on aura le temps, on pourra faire d'autres types de régression non linéaires. Ok. Donc, sans plus tarder, on commence notre formation. Pour faire la régression linéaire, on va recourir à la commande reg ou bien regress. Donc, vous pouvez vous limiter à reg, c'est déjà bon, ou bien regress, ça c'est déjà aussi bon. Alors, vous mettez la commande regress suivie de la variable dépendante et suivie des variables indépendantes. Donc, si vous avez une régression simple, vous allez mettre une seule variable indépendante. Si c'est multiple, vous aurez plusieurs variables indépendantes. Mais la variable dépendante, elle est toujours unique. Donc, la variable est dépendante et puis vous la faites suivre avec des variables indépendantes. Alors, nous prenons les fichiers wedge. Si on télécharge notre fichier wedge, on peut faire la régression des wedges sur éducation et femelle. Donc, on va voir la régression des wedges par rapport à l'influence de l'éducation et puis du genre. Donc, quand j'exécute, j'ai les résultats qui sont là. Donc, ici, les résultats, vous avez les tableaux d'analyse de la variance. Ici, vous avez les caractéristiques de notre régression, vous avez les normes d'observation, vous avez les tests de Fisher, vous avez la probabilité, vous avez le R carré, vous avez le R ajusté, et puis vous avez l'écart type des écarts résiduels. Alors après, vous avez, ici vous avez les variables, ça c'est la variable dépendante, ici vous avez les variables indépendantes et la constante, vous avez les coefficients là-bas, les écarts types, oui. Et puis vous avez les tests de student, vous avez les probabilités des tests de student, et là vous avez les intervalles de confiance. Donc vous savez comment interpréter tout ça. Donc vous avez tous les résultats dans ces tableaux. Alors, si vous voulez faire une régression sans constante, vous n'avez qu'à ajouter l'option no constant. Donc vous mettez la syntaxe normale, règle suivie de la variable dépendante, suivie des variables indépendantes, virgule, comme option, vous mettez no constant, c'est pour que la régression que vous allez faire, qu'il n'y ait pas de constantes. Et vous pouvez ici, le seuil de confiance, c'est à 95%. Vous avez la possibilité de changer ces seuils de 95%. Ça, c'est de manière standard, on dira, par défaut, c'est 95%. Mais vous avez la possibilité de changer là. Pour changer les seuils de confiance, vous mettez l'option level suivi de, par exemple, 90. Là, je vais passer à 90% de confiance, donc c'est-à-dire 10% de seuil d'erreur. Et l'option robuste, c'est pour avoir les écarts types ici robustes, donc les écarts types qui sont déjà corrigés, les problèmes d'hétéroscédaticité. Pour avoir les écarts types robustes en mettant l'option robuste. Et cluster, si vous voulez que les résultats, votre régression soit faite en fonction des clusters ascenseurs de certains groupes. Là, vous mettez cluster et vous mettez la variable concernée. Par exemple, ici, on a les groupes des foraines où nous avons les agents qui sont autochtones et puis les étrangers. Alors, donc là, je vais exécuter, je sélectionne et puis j'exécute. La forêt d'entendre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il me dit que la variable est foraine. Not found. Qu'est-ce qui se passe ici?
je vérifie la variable foraine. Il me dit que la variable foraine ici n'est pas. C'est ce que j'ai fait, oui. Effectivement, il n'est pas là. Je vais mettre la variable. Au lieu de mettre foraine, c'est une variable qui n'est pas ici. Je mets region. Sorry. Je mets region. Voilà. Donc là, j'ai une régression. Il n'y a pas de constante ici. Ouais, il n'y a pas de constante. Et vous avez les écarts types ici qui sont maintenant robustes. Hein. Par contre, là, vous avez, c'était juste écart type, standard error. Mais ici, c'est robuste, standard error. Donc, ce sont les écarts types qui sont robustes, qui sont corrigés des problèmes d'hétéroscédacité. Ici, vous avez les tests des students. Là, vous avez les probabilités. Ici, le degré de confiance, c'est 90%. Donc, nous sommes passés de 95, là, qui était par défaut, à 90%. Standard ajusté fort. Vous voyez ici, on a dit les standards erreur ajustés. On a ajusté les écarts types pour les 3 clusters qui sont dans la variable région. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de voir les différents paramètres de votre régression. Vous mettez return list. Ça vous permet d'afficher tout ce qu'il y a comme un paramètre de votre régression. Voilà, vous avez ça. Et return. Vous avez scalaire. Comme scalaire, vous avez les nombres de clusters. Il y en a 3. Les nombres d'observation 408. Les degrés de liberté 2. M et R. 2. Ça, c'est les tests de Fisher. Ça, c'est R carré. Les routes, l'écart type racine carrée des écarts types des erreurs. Et puis vous avez ici l'ANOVA, ok. Vous avez le R carré ajusté. Et vous avez les tests de likelihood. Et vous avez les tests des rangs. Ok. Alors, donc là, ça vous donne les macros. Les macros ici, c'est plus pour ceux qui font des programmations. Donc, si vous voulez programmer, vous n'allez pas mettre les chiffres comme tels, mais vous allez mettre les intitulés ici. Donc, pour mettre title, ça indique linéaire régression, c'est tout ça. Ça va aider pour la programmation quand on fait la programmation avec Stata. Les matrices qui sont dans ces modèles sont là. Ok, voilà. Alors, il y a possibilité aussi de pouvoir afficher les résultats par rapport au cluster qu'on avait. Comme on a dit ici, on peut faire la régression en fonction des clusters, c'est-à-dire ici, chaque cluster, chaque composant de la variable région sera considéré comme une variable à part entière. Donc là, j'ai mis régression, éduc. Ici, maintenant, mettons éduc comme étant la variable dépendante. Et ici, j'ai mis i-region, region. Ici, ça va me donner les différentes composantes de la région seront pris comme j'ai dit là, seront présentés comme étant des variables. Donc on va voir comment ça sera disséqué. Et vous prenez la variable expert et puis vous prenez la variable thème. Alors là, j'exécute. Voilà. Donc ici, vous voyez que nous avons, bon, ça on avait déjà vu. La particularité, c'est ici au niveau des régions, ça donne South et Ouest. South et Ouest. Donc, c'est-à-dire ici, il y a une région. On avait 3 régions, mais ici, ça n'apparaît que 2 parce que la région des références n'apparaît pas. Ici, la région des références, c'est le nord. Le nord, comme c'est la région des références, ça ne va pas apparaître ici. Donc, les 2 régions ici seulement qui apparaissent. Et vous avez la variable expert, ça doit être expérience, je pense. Puis vous avez la variable teneur. Et il y a la constante aussi qui est là. Voilà. Alors, si vous voulez spécifier par
par exemple, une catégorie de la variable région, vous n'avez qu'à ajouter, par exemple, à I, vous ajoutez B1, c'est-à-dire que vous faites apparaître la catégorie B1 comme étant une référence. Ok, là, on passe B1 comme étant une référence et vous allez voir que ça pourra changer complètement les résultats de votre modèle. Donc là, je peux prendre B2 comme référence. J'ai mis 2 ici pour voir la différence avec ce qu'on avait déjà. Voilà, ici j'ai mis B2 comme étant référence. Ici, on n'a plus sud et ouest. Maintenant, on a nord et ouest. Donc, les deux qui étaient les sud deviennent référence. Donc, ça change complètement. Ça change un peu les données. Les résultats changent un peu. Ouest ici, c'est 0,43 et nord, c'est 0,366. Donc, ça change un peu les résultats, même les valeurs des testeurs, les T ici, vous voyez, ça change. Parce qu'ici, on considère BD, c'est la catégorie nord, non, la catégorie sud. Sud est devenu catégorie des références. Et ici, nord n'apparaissait pas parce que nord était des références. Et ici, j'ai mis que sud soit des références. Donc là, pour changer la catégorie des références, vous n'avez qu'à jouer avec la position de vos catégories ici à partir de I. Ok. Voilà. Vous avez la possibilité de faire le test d'égalité des moyennes, voir si deux variables exogènes sont différentes ou présentent des moyennes similaires. Alors, par exemple, vous voulez voir si les coefficients d'expérience ici équivaut à sa moyenne et équivaut à la moyenne de la variable tumeur. Donc là, vous aurez à faire les tests des students, les tests d'égalité des moyennes. Alors pour faire ça, on met test, vous mettez expert égale, vous mettez l'autre variable. Donc c'est pour égaler ces deux variables, ça vous permet de faire les tests des students pour vérifier l'égalité de ces deux paramètres. Alors là, ça va recourir, oh oui. Dès que c'était présenté, ça recourir au test de Fisher. En d'autres termes, on va voir si la différence entre les deux ici est nulle. Voilà, c'est comme ça ça traduit ça. Alors là, on recourt pour dire que la moyenne d'experts est égale à la moyenne des tumeurs. Donc, leur différence est nulle. Donc, en d'autres termes, on a recours au test des Fisher, c'est pour venir vérifier de manière globale. Mais en d'autres termes, on peut aussi faire les tests des students d'égalité des moyennes. On va arriver aux mêmes conclusions. Alors ici, vous avez les degrés de liberté et puis vous avez les normes d'observation et vous avez les paramètres calculés de F. Et là, vous avez la probabilité de F et vous savez voir comment prendre la décision. Donc, par rapport à l'hypothèse nulle, s'il faut la rejeter ou bien s'il faut la confirmer. Alors, on peut aussi vérifier, par exemple, si les différentes catégories, on a vu là de la région ici, catégorie 2 qui était le sud, catégorie 3 qui est ouest. On peut voir est-ce que le sud a les mêmes caractéristiques que l'ouest, par exemple. Donc là, vous mettez test 2.region égale 3.region, c'est-à-dire on va prendre la catégorie 2 des régions et puis catégorie 3 de la variable région. Alors là, vous voyez, ça me donne ça, c'est pratiquement la même chose. Vous savez les tests des fichiers et vous savez prendre de la décision à partir de là. Voilà. Donc, au lieu de mettre test de égal, vous pouvez juste aussi mettre test de et puis vous étalez juste les variables. Vous arrivez pratiquement aux mêmes conclusions, quoi. Vous voyez, c'est la même chose. Ok, voilà. Il y a possibilité d'utiliser les variables d'interaction.
C'est-à-dire quoi? Vous avez par exemple ici, dans notre base, vous avez la variable genre, femelle, et puis vous avez la variable married, marié. Vous pouvez faire l'interaction entre le genre et les statuts, marié ou célibataire. Alors ici, nous avons une variable d'interaction qui va prendre un si c'est une femme et un de l'autre côté si c'est marié. Donc là, ici, cette variable aura pour valeur 1 lorsque l'individu est femme et lorsque cet individu femme-là est marié. Voilà. Donc, on crée une variable qui est en fait une interaction entre deux autres variables. La variable genre, femelle, et la variable mérite. Alors là, vous avez la régression, ça sera normale parce que c'est une variable explicative normale comme toute autre variable explicative. La particularité, c'est seulement ici, nous créons l'interaction et pour créer l'interaction, nous mettons i.female, nous mettons les dièses, 2 fois dièse, et i.married, c'est pour montrer l'interaction qui va prendre entre femelle et vous ajoutez d'autres variables explicatives comme d'habitude. Alors là, je valide, je exécute. Oui, je n'ai pas créé la variable. Donc, il faut commencer par créer la variable. Long oui, je n'avais pas créé. Je générerai log wage égale ln des wage. Voilà, ok. Donc là, vous avez la régression normale et vous voyez la différence ici, c'est que vous avez d'abord la variable femelle, vous avez la variable mérite, et puis vous avez la variable interaction. Vous voyez, ça monte 1, 1, c'est-à-dire femelle 1 lorsque femelle égale 1, lorsque mérite prend aussi la valeur 1. Là, ça c'est la variable d'interaction entre les deux variables ici. Son coefficient est là et tout, les restes, l'interprétation c'est comme on l'a toujours fait, quoi. Donc les coefficients des femelles ici, des femelles mesurent la différence dans les heures de travail, des heures de salaire pour une femme célibataire. Pour une femme, ici c'est pour une femme célibataire. Et les coefficients des mairies d'ici mesurent la différence pour les hommes mariés par rapport aux heures des salaires. Et puis la variable d'interaction va mesurer la différence pour les femmes mariées. Et ça c'est pour les femmes mariées. La différence qu'ils ont par rapport aux heures des salaires. Voilà. Alors, si vous avez ici, vous avez vu que female et married sont des variables, on pourrait dire binaires, quoi. Ils prennent la valeur 1 ou la valeur 0. Si vous voulez faire une interaction avec une variable, comment on dit, quantitative, par exemple, éduque ici, je pense, ça donne le nombre d'années d'éducation parcouru. Alors, ici, c'est une variable quantitative parce que ça vous donne le nombre d'années d'éducation que l'individu a suivi. Et ici, femelle, ça vous donne les genres, donc ça n'a que deux valeurs, 1 et 0. Alors, pour faire cette interaction entre les deux, vous allez mettre i1, bon, pour spécifier qu'ici, femelle prend la valeur in, et puis les d dièse suivi de c. Au lieu de mettre i, on mettra c. Le i là, on avait dit, c'était pour signifier que la variable qu'on a prise à côté, la considérée, c'est une variable binaire, catégorielle, ça peut être binaire ou catégorielle. Comme on l'a vu avec region, c'était catégoriel. Et ici, comme c'est une variable quantitative, on mettra c. Et on remet les autres variables normales. D'autres variables indépendantes normales. Alors là, j'exécute. On va voir ce que ça va nous donner. Female indique. Voilà.
Donc ici, vous voyez, ça met puis 1. Parce qu'éduc ici, c'est une variable quantitative. Donc là, vous avez la variable female, vous avez la variable éduc, vous avez les coefficients, vous avez la variable d'interaction maintenant de female éduc, et puis là, vous avez les variables, les autres variables. Alors, les margin female, ici, il y a possibilité de pouvoir vérifier si dans la catégorie femelle, dans la variable femelle, les hommes et les femmes présentent la même tendance d'éducation. Alors, cette commande va nous permettre d'établir un plot qui va nous donner l'allure de ces deux genres-là, dans les hommes et les femmes. Et s'il y a une nette parallèle entre les deux courbes, là, on dira que l'éducation a une même influence sur les genres, donc sur les hommes et sur les femmes. Si les deux courbes ne sont pas très parallèles, c'est qu'on dira que l'éducation a des influences différentes sur les hommes et sur les femmes. Alors là, on met merge et puis on met un female et puis ici c'est-à-dire qu'on va comparer ça par rapport à la variable éduc ici. Vous mettez la variable éduc qui est égale et là vous mettez ce qu'on avait déjà vu, c'est ici. Là c'est la limite inférieure. Là c'est l'intervalle et là c'est le maximum. Donc l'éducation va de 0 jusqu'à 18 ans. 18 ans d'études. Voilà. Donc nous exécutons ça d'abord. On exécute ça et puis après on peut voir ça en plot. Alors ici ça vous donne ça en fait. Voilà. C'est pour dire que lorsque c'est 1 et éduc égale 0, ça va prendre, on sera sur le point 1. Lorsque éduc égale 1, on sera sur 2 et tout les restes. Donc ceci, nous pouvons représenter ça maintenant sous forme graphique pour voir si entre le, voyez, le homme et femme, s'il y a si c'est parallèle ou pas. Voilà. Donc ici vous avez éduc, là vous avez la variable femelle. Alors pour ce faire, on exécute la commande merge plot. Voilà. Quand on exécute la commande merge plot, vous remarquez effectivement que ce n'est pas parallèle. Donc on pourra regarder la tendance ici, comment ça s'écarte avec le temps. Donc on pourrait dire le bleu, ce sont lorsque femelle égale 0, ce sont les hommes et en rouge, ce sont les femmes. Donc on voit que les niveaux d'éducation des hommes et des femmes s'écartent. L'influence de l'éducation sur les hommes et les femmes en termes d'éducation, oui, la différence est énorme à partir de 9e année, 10e année déjà. Donc on sait voir qu'il y a une nette différence entre les hommes et les femmes en termes d'éducation. Si CFT est complètement parallèle, là on dirait qu'il n'y a pas de différence. Voilà. Alors la linéarité de la régression, c'est au niveau des coefficients. Au niveau des coefficients de nos paramètres, c'est là qu'on sait voir là, que la régression linéaire et la régression est linéaire ou non. Alors si par exemple nous prenons ici régression des log wage sur l'éduc, expérience et la variable terminaire, donc là vous avez ça comme résultat. Expérience ici c'est normal, ok. Maintenant si ça c'est pour dire que c'est linéaire, alors si nous voulons faire une régression où le coefficient n'est pas linéaire, ok. Prenons par exemple l'expérience ici, nous mettons 100 au carré. Au lieu d'utiliser l'expérience, on va utiliser l'expérience au carré. Donc je crée une variable d'expérience au carré, donc ça generate SQR expert égale SQR T
entre parenthèses espère pour dire que j'ai créé une variable SQR qui n'est rien d'autre que les carrés de la variable SQR. Les carrés de la variable expérience. Voilà, j'ai créé cette variable et je peux faire maintenant la régression entre le wedge espère et les carrés d'espère. Ok, on a ça. On a espère et puis on a les carrés d'espère. Vous avez les coefficients. Vous avez les erreurs types, comme les écarts types, comme on avait vu. Donc tous les résultats, c'est normal. Ok. Mais nous savons que cette régression ici n'est pas linéaire. Pourquoi ça? Cette variable indépendante ici n'est pas linéaire parce que c'est un carré. Ok. Alors, donc ici, on aura une courbe. On aura une courbe et non une ligne. Une ligne linéaire, quoi. La courbe aura la forme non linéaire. Ok. Alors maintenant, comme nous aurons une courbe et non une droite, la courbe, on sait voir les points d'inflation de la courbe, c'est-à-dire le point où la courbe va décroître. Ok. Alors pour identifier les points de décroissance de cette courbe, nous allons recourir à... Oui, bon, visualisons ça d'abord et puis je vais bien expliquer ça à partir d'ici, je pense. On va visualiser ceci. Pour visualiser cette courbe ici, j'ai recours aux fonctions que vous venez de voir tout à l'heure dans le module 4, sur les fonctions, comment représenter une fonction, par exemple ici. Je vais représenter la fonction de ma régression là. J'ai mis two-way function y égale, j'ai mis b, c'est les coefficients de la constante, ok. B, les coefficients des espères, la variable espère, et puis multiplié par x, pour dire que c'est une variable. B, multiplié par les coefficients de la variable espère au carré, et puis j'ai mis x, j'ai mis ça au carré pour dire que ça, c'est non linéaire, ok. Et puis tout ça, c'est blabla pour décorer les trucs, comme on avait vu, on peut faire. Alors je les quitte. Voilà ce que ça me donne. Donc ça me donne une courbe. Ouais. Alors avec cette courbe, on peut déterminer les points d'inflexion, les points où la courbe change complètement de direction. Alors pour déterminer les points d'inflexion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les coefficients ici. Je reviens là. Voilà. Nous prenons les coefficients des espères. Nous allons diviser ça par... on va diviser ça par 2 qui va multiplier les coefficients de espère au carré ici. Ok? Donc nous prenons ces coefficients-ci, ça. On divise par 2 multiplié par ces coefficients. Ça va nous donner les points d'inflation de notre courbe. Alors ça fait moins 0,05 ou 0,06. Donc quand nous mettons ça en truc, ça nous donne 5,7 pratiquement. Alors quand on rentre là, vous voyez bien qu'ici, la courbe va commencer à changer les directions entre 5 et 10 pratiquement ici. L'inflation commence déjà. Là, donc c'est là les points d'inflation. Si on avait une courbe, c'est pas moi, tournée vers le bas comme ça, on peut aussi voir le point d'inflation qui peut être là, comment la courbe a changé de direction. Ces points, déterminer ces points là, c'est à partir de là. Donc par exemple ici l'interprétation c'est voir à partir de quelle expérience nous pouvons avoir un changement dans les traitements des salaires, par exemple. Ouais. C'est à partir de ces points-là, à partir des 5,7 comme expérience, qu'on peut avoir un changement dans les traitements des salaires. Voilà. Alors, à part ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut arriver
après avoir fait la régression, nous pouvons trouver les valeurs estimées. OK? Nous pouvons trouver les résidus. Nous avons la possibilité aussi de trouver les résidus centrés réduites, normalisés. Nous avons aussi la possibilité de trouver l'influence sur une observation. L'influence d'une observation sur les modèles. Alors, pour trouver les valeurs estimées, OK, nous allons recourir à la commande predict. Predict, vous mettez les noms, les noms que vous voulez donner à votre variable, nouvelle variable de variable estimée. Par exemple, là, je mets log wage 8 pour dire que ce sont les valeurs estimées de log wage. Donc là, j'exécute la commande predict. Donc, il y a une variable qui est créée. C'est la variable estimée, les Y estimés, les Y chapeaux, comme des fois on les dit. Voilà. Ce sont les Y chapeaux. Y c'est wage, wage est là, vous voyez. Les wage, ça c'est la moyenne. Le wage en question, c'est d'être au début. Voilà, wage, on avait 13. Première observation, c'est 13. Là, estimé, c'est 6 points, quelque chose. Voilà. C'est ça. Alors, on peut trouver aussi les résidus. On va recourir toujours à la commande predict, mais cette fois-ci, on va mettre l'option R. Donc, je mets log wage raise, c'est pour donner les résidus. Dans les résidus, c'est la différence entre log wage et log wage 8. Okay. Donc là, j'exécute. Ça me donne les résidus. On peut visualiser ça ici aussi. Voilà, on a les log wage. Voilà. Les résidus, on a ça. OK. Alors, on peut normaliser les résidus là, trouver ça en valeur centrée réduite. Donc là, j'ai mis R student. J'ai créé je prédite toujours. Je donne un nom à ma nouvelle variable et j'ai mis R student. R student, c'est pour dire que les résidus là seront normalisés suivant la loi des students. Voilà, vous avez ça, vous avez les résidus normalisés suivant la loi des students. Alors, vous pouvez trouver l'influence d'une observation. Alors là, il faut recourir à l'option hook SD. Voilà. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà, c'est ce qui va nous donner. Ça donne l'influence d'une observation. Bon, ça, on n'espère pas de traitement. Jusqu'à là, vous coûte très court des statistiques. Mais sachez qu'il y a possibilité de les faire à partir des stats. Alors, à part ça, il y a d'autres tests post-estimation qu'on peut faire. Par exemple, la mythicolinéarité, la normalité, l'hétérocédacité, les tests de Waite, même l'autocorrélation des erreurs. On peut faire plusieurs autres tests après avoir fait une régression. Par exemple, si on veut vérifier la mythicolinéarité, on peut recourir à un ISTAT VIF, c'est-à-dire ça c'est variance inflation factor. Donc ça permet de vérifier la mythicolinéarité. On va voir. Donc je prends là, j'exécute. Voilà. Donc ici l'interprétation pour vérifier s'il y a problème de mythicolinéarité ou pas. On va comparer les valeurs vite ici par rapport à 10. Je pense que la référence doit être 10. Ouais. Si c'est supérieur à 10, on dira qu'il y a un problème de mythicolinéarité. Donc là, vous voyez par exemple 24, c'est supérieur à 10. Donc ici, la régression qu'on a établie là présente un problème de mythicolinéarité. Donc sans pour autant faire les tests classiques des mythicolinéarité, à partir de ces tests-ci, vous pouvez identifier s'il y a un problème de mythicolinéarité ou pas. Vous pouvez vérifier aussi la normalité des résidus. Alors pour vérifier la normalité, vous allez recourir à la commande sqtest et vous mettez la variable de résidu. La variable de résidu, on l'avait créée ici, log wage raise. Donc j'ai mis skTest
Ok, c'est les tests qui me permettent de vérifier la normalité des résidus. Allez. Donc là, vous avez la normalité, on avait dit ça, deux parties. Il y a les squamous et les kurtosis. Les squamous et les kurtosis sont là. Ça vous permet de vérifier est-ce que c'est squamous, c'est kurtosis, c'est rempli les critères, normalité, aplatissement ou la symétrie. Vous avez ça ici. Et vous pouvez prendre la décision directement là. Ok. Alors, on peut aussi faire les tests le test de Bruch-Pagan qui permet de vérifier l'hétérostédacité. Alors là, c'est HET test. Ça permet de vérifier l'hétérostédacité. Donc là, je quitte ça. Ben, on ajoute RHS et puis FStat, c'est pour que ça me donne les différentes statistiques liées à ces tests. Voilà, ça, donc là vous avez l'hypothèse nulle, les constantes variables, donc il n'y a pas la variance est constante, donc il n'y a pas de problème d'hétéroscédacité. Par contre, l'hypothèse alternative va montrer qu'il y a un problème d'hétéroscédacité. Vous avez ici la valeur des calculés, et si vous avez la probabilité, et vous prenez la décision pour valider ou infirmer l'hypothèse. Alors, on peut aussi recourir au test des White. Les tests White, c'est toujours pour vérifier l'hétéroscédacité. Donc là, vous mettez stat IN test. Je pense que ça nous renvoie toujours au problème des hétéroscédacité. C'est pratiquement la même chose. Ok. Voilà. Alors, même comme on avait dit que pour avoir les écarts type robustes, il faut ajouter l'option robuste. Donc, vous mettez la régression normale, la syntaxe de la régression, et vous ajoutez l'option robuste. Ça permet de voir les écarts qui sont directement robustes. Tentons voir ce que ça va nous donner. Ouais, voyez, robuste, on a les écarts types qui sont robustes. Quand vous allez faire les tests d'hétéroscédacité, je pense à partir de ces modèles, vous aurez autre résultat que ce que vous venez d'avoir tout à l'heure. On peut essayer, on va voir ce que ça peut donner. Donc, les résultats seront tout à fait différents. Ce qu'on voit ici, hétéroscédacité, c'était 12.40. Ici, ça devient 0.2. Ouais, ça change complètement la donne, quoi. Donc, les résultats seront plus les mêmes. Voilà. Si vous avez 0,0, ici vous avez 0.55, 0.2. Donc les résultats vont changer complètement à partir des probabilités ici parce que là, on a fait un modèle robuste. Donc ça résout les problèmes d'hétéroscédacité directement. Alors, il y a possibilité de voir la tendance des résidus. On va recourir à la commande rvfplot. Yline, c'est pour nous donner Yline 0, ça va commencer par 0. Vous allez voir comment ça va nous donner. Donc, on fait les plots des résidus. Ça vous permet de voir si les résidus sont corrélés ou pas. Ça donne une tendance de la dispersion, de la distribution de vos résidus. Okay? Donc ici, 0, c'est la référence qui est là. C'est à vous de voir ce que c'est corrélé, c'est pas corrélé, comment ça se présente, et ainsi de suite. Alors les graphiques sont toujours aussi sont importants de les faire, même si vous avez fait les tests classiques. Parce qu'avec les tests classiques, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des petits échantillons, les tests seront toujours concluants. Vous allez voir que les différents tests seront toujours concluants, normalité, hétéroscédacité, homosexualité, avec des petits échantillons, ça donne toujours qu'il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez des gros échantillons, vous allez trouver autre résultat. Donc, c'est ce qui fait que si vous recourez au graphique, vous pouvez avoir une autre image, une autre lecture de la situation de vos résultats. Alors,
Donc ici, on avait juste les résidus. On a les valeurs estimées et les résidus. Je peux aussi changer la variable des références. Par exemple, ici, je vais voir les résidus et la variable éduc. Là, je mets RVP plot éduc suivi des y line 0. Donc là, c'est pour me donner, je vais comparer les résidus par rapport à la variable éduc. Donc là, vous avez les résidus et ici, vous avez éduc, year of education, c'est ça la variable éduc. Donc, vous allez voir la dispersion des résidus en fonction de la variable éducation. Si vous allez apprécier de vous-même si ce que vous cherchez, quoi. Vous vérifiez la cohérence, la corrélation ou quoi. Vous n'avez qu'à prendre la décision. Alors, on revient sur l'influence d'une variable, d'une observation sur les modèles. On avait fait ça là, il n'y a pas très longtemps. Alors là, il faut recourir à la commande LVR de plot. Quand on mettait ça comme ça va vous permettre d'évaluer l'influence d'une observation sur les modèles. Les résultats. Average plot, non, after robust. Ah oui. Donc ici, on ne sait pas les faire parce que je venais de faire. Attends, on va changer. On venait de faire une régression robuste. Alors, si je quitte ceci sans pour autant faire une régression robuste, donc quand vous avez des erreurs ici, les résultats ne vous donnent pas. Il faut toujours lire les messages d'erreur. Ça vous donne une indication du problème. Alors, si je fais ça, j'ai ici une régression avec des écarts types qui ne sont pas robustes. Et à partir de là, je peux utiliser ma fonction LVR de plot. Voilà. Donc, ça me donne l'influence d'une observation sur les modèles. Voilà ce que ça donne. Bon, ce sont des choses que vous pouvez lire pour voir comment approfondir ça, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Je pense que vous avez pu retenir quelque chose de bien par rapport à ces modules. Ça a été un peu long, oui, et puis lent aussi. Donc prochainement, nous allons prendre comment on peut arriver à exporter les résultats que nous aurons à faire à partir d'une régression. Bon, si on a été un peu long, juste parce que la régression, comme vous le savez, c'est la base de la statistique, c'est la base de l'inférentiel, c'est la base de l'économétrie. Ça vous prépare à être des bons économètres. Si vous ne maîtrisez pas la régression, vous aurez du mal à faire de l'économétrie. Alors, comme on tend vers des modèles un peu plus complexes d'économétrie, il faut bien maîtriser la régression. Merci à vous, merci pour votre attention. On se revoit au prochain module.